Ces premiers épisodes de la série Mandjak étaient juste excellents et très riches en culture africaine. Que ce soit en ce qui concerne la langue, il y a eu au moins 3 langues parlées dans la série. En ce qui concerne les coutumes, mais aussi les costumes, avec les vêtements très traditionnels des personnages, des vêtements qui étaient aussi très réalistes. Dans cette vidéo, du coup, on va parler un peu plus en détail de ces 2 premiers épisodes qui ont été diffusés donc sur Canal+ Première. Le premier épisode a aussi été diffusé sur la page Facebook de Canal+ Afrique. Je vais vous mettre tout ça dans la description. Donc si vous avez envie de découvrir la série, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Si vous avez envie de regarder ce premier épisode à nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Sinon, en règle générale, la série est diffusée tous les lundis sur Canal+ Première, ok? La première chose qui m'a marqué dans ces épisodes, c'est vraiment cette fierté d'être Mandjak qu'on ressent en regardant cette série. La série me donne aussi envie d'aller faire un tour au village, tu vois, de me ressourcer, de tout simplement revenir aux choses essentielles de la vie. On a donc découvert ce personnage de Djella qui a mis les pieds au village pour la première fois. Elle était carrément en train de faire la touriste, prendre des photos. T'as vu cette scène? Si seulement elle savait ce qui l'attendait. Et ce que j'ai appris aussi avec la série, c'est vraiment d'où venaient les Mandjak, d'où venait ce peuple. J'ai fait un petit sondage sur YouTube, je vous ai posé la question, à votre avis, quel pays compte le plus de Mandjak? Et vous avez été 52% à répondre le Sénégal. Je vais rien dire perso, parce que moi, avant la série, je pensais que les Mandjak étaient des Maliens. Ne vous moquez pas s'il vous plaît, on a tous appris quelque chose. Merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage et de nous avoir fait un petit cours d'histoire aussi dans les commentaires. Le truc c'est que c'est vraiment tricky parce que les Mandjak ont beaucoup migré, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup au Sénégal, il y en a aussi en Gambie et tout ça, donc c'était pas évident. Alors dans ces premiers épisodes, on a découvert Djella la capable, la lionne de la Teranga. Cette scène d'ouverture a beaucoup aidé dans la présentation et la description de ce personnage. On la découvre dans le rush total, elle est dans un taxi, elle est pressée. On est en plein cœur de Dakar, le Dakar authentique, avec les vendeurs ambulants, les chauffeurs qui n'ont jamais de monnaie et une belle référence aussi aux séries sénégalaises. Si tu veux que je sois maîtresse d'un homme marié, faut bien que tu sois mariée, non? Djella, c'est une femme active, pressée, qui ne se laisse pas marcher dessus, ou je dirais plutôt qui ne se laisse pas rouler dessus. Ces premières scènes étaient vraiment à l'image de cette femme qui a pour devise « Regarder vers le passé ne fait pas toujours avancer » quoi. C'est ça la devise de Djella au début de cette série. On sent tout de suite qu'elle aime avancer, aller de l'avant, ne jamais regarder en arrière, ne jamais penser au passé et du coup ça donne l'impression qu'elle a quelque chose à cacher, un passé douloureux qu'elle tient à oublier quoi. Et pourtant, même si elle est déterminée à aller de l'avant, Djella va devoir retourner en arrière, retourner dans son passé, retourner aux sources pour mieux se connaître. Lorsque Djella arrive dans le village de son père, elle découvre que cette fête traditionnelle à laquelle elle était vraiment prête à participer est en fait le deuil de son père. Franchement, je m'y attendais pas du tout. C'était le choc du siècle. Non, c'est pas possible. Comment ils ont bien fait ça. Et pourtant, il y avait plein de petits indices pour nous indiquer que ce papa était décédé. Comme par exemple le discours de Djella. Lorsqu'elle a croisé son père pour la première fois. Il est mort! Ça fait 25 ans que je le considère comme mort. Lorsqu'elle arrive en Guinée-Bissau aussi, elle dit à Sulti: J'ai tenté d'expliquer à l'agent que j'avais perdu mon père. Un discours ambigu qui nous mettait quand même sur des pistes. Non, franchement, ils ont trop bien fait ça. Et d'ailleurs, parlons de ces pas-là que cet agent d'entretien était en train de balayer. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce que ça veut dire que Djella ne pourra plus revenir sur ses pas, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus retourner au Sénégal? Ou bien est-ce que c'est pas indiqué tout simplement la présence de son père, quoi? Parce qu'on les a aussi vus lorsque la grand-mère de Djella était venue dans la maison de la maman de Djella. Ces pas qui étaient constitués donc de sable, cette terre rouge, cette terre Mandjak symbolisait la présence d'un esprit et du coup une preuve tangible que les morts cohabitent bien avec les vivants chez les Mandjak. Cette série aide vachement à voir la mort d'une autre façon quoi. Dans ma revue précédente concernant la série, vous avez été nombreux à me dire que oui, dans votre culture, on fête vraiment les morts, surtout lorsque la personne est âgée. Il y a une grande cérémonie qui se tient et voilà, on communique même avec les morts. Et c'est
c'est exactement ce qui s'est passé dans la série. On a vu ce qu'on appelle la cérémonie d'interrogatoire, une cérémonie pendant laquelle on questionne donc un défunt, on lui demande donc quelles sont ses dernières volontés, on lui demande même comment est-ce qu'il a été tué, hein. J'ai trouvé ça intéressant parce que je commençais déjà à soupçonner l'oncle chelou là avec sa femme. Je me suis dit, ah, j'espère qu'ils n'ont rien à voir avec la mort de Formos. Dans ces 2 épisodes, on dirait bien que non, puisque Formos est mort d'une mort naturelle. Mais je trouve que c'est d'une importance mais capitale en fait, hein, cette cérémonie. Lorsqu'on a des doutes sur la façon dont quelqu'un est mort, on peut tout de suite le savoir grâce à des cérémonies comme ça. Il y avait le tonton qui buvait le vin de Pam là et qui en jetait par terre, ce qui symbolisait le fait qu'il en donne aux ancêtres, hein, qu'il fête avec ses ancêtres, parce que dans la série on remarque l'importance de la terre, de la nature même tout entière, hein. D'où le fait aussi que la sorcière qui s'appelle Camouf, à un moment elle a utilisé une plante, hein, pour faire ses incantations. Donc la nature occupe une place très très importante chez les Mandjak. D'ailleurs, merci à vous de m'avoir donné la définition de Camouf. Apparemment, ça veut dire problème. Donc, est-ce que cette sorcière nous réserve des surprises? Tu te fatigues pour rien. Tu es là pour un moment. Est-ce qu'elle va rendre ce séjour au village difficile pour Jella, qui a enfin l'air de vouloir accepter sa culture? On l'a vu, hein, dans le 2e épisode, ça y est. Petit à petit, Jella retrouve son identité. Jella commence à s'accepter, à accepter ses origines mandjak. L'acceptation des origines est aussi symbolisée par cette perruque, hein, que Jella porte. Ah la vache, elle a balancé ça vite fait bien fait. Non mais cette perruque, c'est un accessoire qui symbolise vraiment le rejet de l'identité, le rejet de la culture en fait, hein. Du coup, le fait que Jella la portait tout le temps au début voulait tout simplement dire qu'elle ne voulait pas du tout assumer ses origines, hein. Le fait qu'elle n'entretienne pas ses cheveux naturels Occupe-toi au moins de ta tête. On se calme, hein. signifiait qu'elle n'entretenait aucune relation avec la Guinée-Bissau, avec ses origines, quoi. Elle la négligeait et elle préférait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, quoi. C'est pour ça que cette série nous parle d'une quête de l'identité. Il était essentiel pour Jella de retourner au village, aux sources, pour se connaître elle-même, quoi, et s'assumer surtout. Alors, par rapport à la cérémonie du deuil, là, pour ceux qui ne sont pas mandjak, dites-moi si c'est pareil chez vous, hein. Est-ce qu'on célèbre les morts aussi? Moi, ma mère est camerounaise et au Cameroun, il y a certaines ethnies qui fêtent aussi les morts, hein, lorsque quelqu'un décède, qu'il soit jeune ou vieux. Il y a une vraie cérémonie d'accompagnement, quoi. Et il y a même des ethnies au Cameroun qui enterrent leurs morts devant leur maison. Donc si vous allez au Cameroun, parfois vous allez voir des tombeaux devant les maisons, hein, devant les cours. C'est vraiment pour ne pas oublier les morts, pour ne pas oublier nos êtres chers. Et comme les Mandjak, c'est pour cohabiter avec nos morts, quoi. Ils ne sont jamais vraiment partis pour de bon et on peut toujours compter sur eux pour nous protéger, hein, dans certaines circonstances. Avec le personnage de Jella, on remarque qu'elle a un sujet sensible, hein, c'est vraiment les enfants. Lorsque la fille de Sulti a failli perdre la vie, Jella était tellement touchée, elle s'est tellement impliquée, elle a même dit à Sulti: Ne me dis plus jamais que je ne sais pas ce que c'est de perdre un enfant. Lorsque son divorce a été prononcé, on a vu que dès qu'elle est sortie du tribunal, le réflexe qu'elle a eu, c'est de toucher son ventre tout de suite, hein. On a aussi découvert une photo d'elle enceinte qu'elle a rangée dans des cartons comme si c'était un mauvais souvenir, quelque chose qu'elle avait envie d'oublier, ne plus penser au passé. Donc vraiment hâte d'en savoir davantage, hein. Dans la série, il y a une espèce de dualité très très intéressante entre Sulti et Mathéos, hein. On a l'impression qu'il y aura une histoire d'amour. Qui est-ce que Jella va choisir, Mathéos ou Sulti? En tout cas, lorsqu'on voit Jella et Sulti ensemble, ça crève les yeux, qui sont vraiment faits l'un pour l'autre, quoi. Avec la petite fille de Sulti, voilà, ils forment vraiment une petite famille trop mignonne. Sulti, il kiffe Jella, pourtant on dirait qu'il se retient, qu'il ne se permet pas de l'aimer, quoi. De l'autre côté, on a Mathéos qui apparemment a perdu sa femme. Dans la série, on dirait que beaucoup de personnages sont tourmentés par le deuil d'un être cher, hein. Le fait qu'il ait gardé la photo de sa femme prouve qu'il est encore très attaché à elle. Cette photo est un élément très sentimental, donc est-ce que Mathéos va se permettre d'aimer quelqu'un d'autre? Même si Jella a l'air d'être le perfect match pour Sulti, faut pas oublier que c'est Mathéos qu'elle a croisé en premier, donc est-ce que c'est un signe que ces deux-là vont finir ensemble? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, que ce soit avec Mathéos ou avec Sulti que Jella termine, une chose est sûre, c'est qu'elle ne repartira peut-être pas au Sénégal, hein. Mathéos, il préfère vraiment rester en Guinée. On apprend qu'il aurait
aurait pu être un grand docteur à l'étranger, mais il a préféré rester au village. Sulti, malgré le fait qu'il soit sénégalais, la Guinée lui est très très chère hein, et il se sent vraiment plus mandjak qu'autre chose. Le Sénégal ne te manque pas trop? C'est ici chez moi. On le décrit même comme le fils spirituel de Formose, donc le père de Djella. Si Djella décide de se mettre en couple avec quelqu'un, essayer de se reconstruire, elle restera au pays Mandjak. Ce qui nous renvoie encore une fois au pas que cet agent d'entretien était en train de balayer. Serait-ce un voyage sans retour pour Djella? En même temps, j'ai envie de dire, il n'y a rien qui l'attend à Dakar, hein, Djella. Professionnellement, les affaires ne marchent pas beaucoup. Elle a divorcé. Elle s'est grave liée d'amitié avec sa cousine qui l'aide beaucoup dans son intégration. Et en plus, à la fin de l'épisode 2, on voit que sa mère l'a rejoint en Guinée-Bissau, quoi. Faut pas oublier qu'il y a une espèce de prophétie, un malheur qui risque de s'abattre sur sa famille. Hein. Comme c'est écrit dans la synopsis, Djella, elle va devoir aider sa famille. Mais il faudrait déjà savoir pourquoi sa famille est menacée, hein, avant de pouvoir les aider. Lors du passage de Formose chez la maman de Djella, il lui a dit que à cause de leur petit secret, la mère de Djella n'aura pas le droit d'entrer dans la maison des ancêtres. Ce qui veut dire que lorsqu'elle mourra, elle ne reposera pas en paix, quoi. Vivement les prochains épisodes, hein, pour qu'on découvre quel est ce grand secret. Il y avait un point super intéressant aussi concernant le papa de Djella et la façon dont ce personnage a été développé. Lorsqu'on le voit pour la première fois, on a l'impression que c'est le pire des hommes. Hein. Un père absent qui n'a jamais été là pour sa fille et que sa fille considère même comme mort. Depuis 25 ans que je le considère comme mort. Un homme qui n'a pas été un bon mari. T'as pas été le meilleur des maris non plus. Un homme qui a des dettes au village. Formose n'a pas payé sa dernière cotisation au village. Que des problèmes autour de lui, quoi. Et pourtant, plus on avance dans l'intrigue, plus on découvre que Formose, c'est quelqu'un de bien. On a l'impression que son absence dans la vie de sa fille était peut-être due à quelque chose, hein. Il y avait sûrement une raison derrière. La mère de Djella, elle lui fait des compliments et tout. La tenue te va bien. Comme si elle n'avait vraiment jamais cessé de l'aimer. Et puis on apprend qu'il a toujours souhaité prendre des nouvelles de sa fille et que la maman lui a envoyé des photos. Tu lui as envoyé des photos pendant tout ce temps? Il voulait te voir grandir, même de loin, et avoir des souvenirs. Tu lui manquais. Des souvenirs, mais pourquoi faire? Est-ce que tu penses que l'absence du père de Djella n'était que pour la protéger, pour son bien? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve pour les prochains épisodes. Hein. Donc la prochaine diffusion, c'est ce lundi 11 à 20h30 GMT sur Canal+ Première. Et puis le lundi 18 octobre à la même heure et sur la même chaîne. Vivement la suite les gars, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ok, stay safe and stay blessed. Bye!